Bonjour, c'est Daniel. Cette semaine, je vais répondre à une demande qui m'est faite déjà depuis quelque temps sur le site danielonway.fr où les plus fidèles m'ont demandé si je pouvais réaliser des séries de cours complets sur les fondamentaux de la photographie afin de constituer une bibliothèque de cours destinée à un public pas vraiment débutant, mais qui souhaite être confirmé sur les bases de la photo. Voici donc le premier cours complet de cette série qui a demandé quand même un peu de temps pour voir le jour et je vous propose toujours gratuitement tous les cours complets dans le cadre d'une série à venir. Alors, à quelle fréquence, je ne peux pas encore vous dire parce que c'est un travail très chronophage, mais je vais essayer que ce soit assez régulier. Dans ce premier numéro, je vous propose de faire le point sur le triangle d'exposition. C'est un vrai cours d'initiation aux fondamentaux de la photographie, alors je vous invite à commencer sans plus attendre. Les bases de la photographie numérique sont indispensables à connaître avant de se lancer dans la pratique de la photo. Je vais donc vous expliquer ce que sont ces fondamentaux, mais rassurez-vous, il n'y a rien de bien complexe. Quelle que soit la manière d'aborder les bases de la photographie numérique, il n'est pas possible de faire l'impasse sur le triangle d'exposition. En effet, cette représentation des trois piliers de la photographie est tout naturellement représentée par un triangle. En priorité, il faut retenir ceci. Toute modification de l'un des composants du triangle influe directement sur les autres. La finalité, le but, étant d'obtenir une photo correctement exposée, c'est-à-dire ni trop claire, ni trop foncée. Sur l'appareil photo, un sélecteur permet de choisir le mode que l'on souhaite utiliser. L'appareil photo peut faire tous les réglages tout seul, c'est le mode automatique ou auto. Si l'on souhaite aller un peu plus loin, on peut indiquer à l'appareil que l'on souhaite prendre en charge quelques réglages, et dans ce cas, on utilisera le mode programme, P. Si on lui indique que l'on souhaite gérer le diaphragme, l'appareil ajustera les autres réglages tout seul. Il s'agit du mode priorité ouverture, A ou AV. Un autre mode va nous permettre de décider de la vitesse d'obturation, l'appareil s'occupant alors d'ajuster les autres paramètres, c'est le mode priorité vitesse, S ou TV. Il existe enfin un mode pour lequel on devra tout gérer, il s'agit du mode manuel, M. Maintenant que vous savez où se trouvent les différents modes permettant de prendre une photo avec une bonne exposition, je vous propose de passer en revue les trois éléments qui composent le triangle d'exposition. Chacun de ces trois éléments interagissent pour déterminer quelle sera la quantité de lumière qui va atteindre le capteur de l'appareil photo. Chacun de ces paramètres a une influence aussi sur le rendu final de la photo. La durée d'exposition ou vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel le capteur de l'appareil photo reste exposé à la lumière. La durée d'exposition s'exprime en fractions de seconde, en secondes, voire même en minutes. Le mode qui permet d'indiquer à l'appareil photo à quelle vitesse on veut prendre une photo s'appelle le mode priorité vitesse, symbolisé par les lettres S ou TV. L'appareil calculera alors quelle ouverture il faudra pour que l'image soit correctement exposée, ni trop claire ni trop foncée, en fonction de la vitesse que vous aurez sélectionnée. Lorsque le temps d'exposition est inférieur à 1/60e de seconde, il devient indispensable de stabiliser l'appareil photo avec un trépied par exemple. Généralement, les vitesses d'obturation les plus rapides sont de l'ordre de 1/8 millième de seconde et les plus lentes de l'ordre de 30 secondes. Passer d'une vitesse d'obturation de 1/125e de seconde à une vitesse d'obturation de 1/250e de seconde correspond à diminuer l'exposition à la lumière du capteur par 2.
Passer d'une vitesse d'obturation de 1/500e de seconde à une vitesse d'obturation de 1/250e de seconde correspond à augmenter l'exposition à la lumière du capteur par 2. Augmenter ou diminuer l'exposition du capteur par 2 signifie aussi que l'on augmente ou que l'on diminue l'exposition de un diaphragme. Comment va-t-on utiliser ce paramètre ? Une vitesse d'exposition rapide va permettre de figer un mouvement. Le sujet photographié sera net, même s'il a bougé pendant la prise de vue. Une vitesse d'obturation lente permettra de réaliser des photos en pause longue. Il est d'usage d'utiliser l'inverse de la focale en temps d'ouverture. Ainsi, si l'on prend une photo avec une focale de 100 mm, alors on devra utiliser un temps d'exposition au moins égal à 1/100e de seconde. Et pour une focale de 300 mm, il faudra alors au moins 1/300e de seconde. Grâce à cette règle, il sera possible d'éviter le flou de bouger. Le choix de la vitesse d'obturation permet d'élargir nos décisions créatives en rendant intentionnellement un sujet flou ou bien net. L'ouverture, appelée aussi diaphragme, est la quantité de lumière qui traverse l'objectif. Un système de lamelles permet d'ouvrir ou de fermer le diamètre du diaphragme et laisse ainsi passer plus ou moins de lumière vers le capteur de l'appareil photo. Le mode qui permet d'utiliser l'ouverture s'appelle la priorité à l'ouverture. Sur le boîtier, ce mode est sélectionné avec les lettres A ou AV. On indique à quelle ouverture on souhaite prendre la photo et l'appareil photo calcule instantanément à quelle vitesse il est nécessaire de se positionner afin d'obtenir une image bien exposée. On entend souvent parler du nombre f. C'est en fait la notation utilisée pour représenter la valeur d'ouverture. f/8 signifie que le diaphragme est ouvert à f8. Pour comprendre la notation, il faut savoir que la séquence des nombres d'ouverture standards les plus courants sont f1,4, f2, f2,8, f4, f5,6, f8, f11, f16, f22, f32. Chaque fois que l'on passe d'une valeur à une autre, on diminue ou on augmente la quantité de lumière vers le capteur par 2. Ainsi, si l'on passe de f2,8 à f4, on diminue la quantité de lumière par 2. Si l'on passe de f5,6 à f11, on diminue la quantité de lumière par 4. La principale difficulté que l'on rencontre lors de l'apprentissage des valeurs de diaphragme tient au fait que plus la valeur f est grande et plus le diaphragme est fermé. La valeur f2,8 représente un diaphragme très ouvert et f16 un diaphragme très fermé. L'utilité de choisir une valeur de diaphragme permet d'intervenir sur la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté de l'image. Plus le nombre f est petit, et plus la profondeur de champ sera petite. Et plus le nombre f sera grand, et plus la profondeur de champ sera grande. Je vous propose de voir plus précisément ce qu'est la profondeur de champ ou depth of field. L'application LensLab, disponible sur Mac, iOS et Android, vous permet de visualiser la profondeur de champ. Voilà, on est passé sur mon iPad pour voir la démo de cette application. J'indique où je fais le point. Ici, je vais dire que je fais le point sur le personnage juste devant la voiture, c'est-à-dire à 4,20 m. J'indique ensuite la focale que je vais utiliser.
Je vais dire que je travaille avec un 50 mm. Enfin, j'indique à quelle ouverture je vais prendre ma photo. Et automatiquement, le logiciel m'indique que si je fais le point sur le personnage, c'est-à-dire à 4,20 m, et si j'ai une ouverture de 1,8, je serai net de 3,90 m à 4,60 m, c'est-à-dire sur 72 cm. Si je place maintenant mon ouverture à f8, alors je serai net de 3,10 m à 6,90 m, donc sur 3,80 m. Enfin, si je me place à f11, alors je serai net de 2,80 m à 9,10 m, ce qui me laisse une profondeur de champ de 6,30 m. Une grande qualité de cette application est qu'elle nous permet de visualiser les zones nettes et les zones floues directement sur l'écran. La vision de l'angle vertical est aussi une caractéristique très intéressante. Pour info, elle coûte 2,99 $ et elle est disponible sur l'App Store. Dans les prochains cours complets, on aura l'occasion de revenir sur cette app. Le réglage ISO constitue la troisième des trois données essentielles permettant une exposition correcte avec l'ouverture, le diaphragme, et la vitesse d'obturation, le shutter speed. Dans la théorie, la mesure de la sensibilité à la lumière d'une pellicule ou d'un capteur d'un appareil photo numérique est déterminée par des valeurs selon la norme ISO, l'Organisation internationale de normalisation. En photographie numérique, le réglage des valeurs ISO n'agit pas exactement sur la sensibilité du capteur lui-même, mais sur l'amplification du signal produit. Le signal envoyé par le capteur est amplifié pour être utilisable, et cette amplification peut être plus ou moins importante, c'est le réglage ISO. Pour faire simple, une sensibilité de 200 ISO signifie que le capteur sera 2 fois plus sensible à la lumière qu'à 100 ISO. À 400 ISO, il sera 2 fois plus sensible qu'à 200 ISO et 4 fois plus sensible qu'à 100 ISO. Sur le graphique suivant, on observera que, lors de la prise de vue, plus la lumière ambiante diminue et plus on pourra compenser cette perte de lumière en augmentant la sensibilité ISO. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire pour une même ouverture de diaphragme et une même vitesse d'obturation. Pour ce qui concerne les réglages, il est souhaitable, en règle générale, de se placer sur des valeurs ISO faibles, 100 ou 200 ISO, pour que la qualité de l'image soit la meilleure possible. Certains appareils photo permettent même de se positionner sur 50 ISO. Une sensibilité élevée, c'est-à-dire une valeur ISO importante, sera très utile lorsque les conditions de luminosité de la scène à photographier seront basses. Il est préférable de n'avoir recours à l'augmentation des ISO que dans la mesure où il n'est pas possible de modifier les autres paramètres du triangle d'exposition. Ce sera le cas chaque fois que la vitesse d'obturation, notamment, sera inférieure au 1/40e de seconde et que, par conséquent, le risque de flou de bouger sera important. Dans la mesure où on ne peut modifier ni la vitesse, ni l'ouverture, il faudra alors envisager d'augmenter les ISO jusqu'au moment où la vitesse permettant une prise de vue sans risque de flou de bouger sera atteinte. Ce problème pourrait être résolu par l'utilisation d'un trépied, par exemple, ce qui nous permettrait d'utiliser des vitesses d'obturation très faibles. Mais dans la perspective où l'on ne peut travailler qu'à main levée, il ne reste plus que la solution de monter les ISO. Sur la plupart des appareils photo numériques, il est aussi possible de positionner ce réglage sur auto. Dans ce cas, c'est l'appareil qui déterminera la sensibilité la plus adaptée en fonction des conditions d'éclairage de la scène à photographier et des paramètres des deux autres composants du triangle d'exposition, diaphragme et vitesse d'obturation. Et tout ça de manière à obtenir une image correctement exposée. Cependant, sauf pour des cas bien particuliers, il est préférable de ne pas utiliser cette possibilité. En effet, il est toujours préférable de créer son image en maîtrisant la totalité des paramètres de prise de vue.
Même si un réglage des ISO sur des valeurs hautes permet la prise de vue dans des conditions de basse luminosité, on peut facilement imaginer que, comme pour le son qui va saturer dès que l'on monte le niveau trop haut, le fait de venir sur des valeurs ISO trop importantes va générer une dégradation de la qualité de l'image. Cette amplification du signal généré par le capteur a pour conséquence la formation de bruit numérique, qui se traduit par un aspect granuleux de la photo et notamment sur les zones les plus sombres. On constatera alors une dégradation de l'image par l'apparition de points blancs, on parle alors de bruit de luminance, et des points colorés que l'on appelle bruit de chrominance. La taille du capteur a aussi son importance. En effet, plus le capteur sera grand, et moins il y aura de génération de bruit. D'autres facteurs peuvent aussi être générateurs de bruit numérique. Par exemple, la montée en température du capteur lors de pauses longues. On abordera d'ailleurs ce sujet des pauses longues lors d'un prochain tutoriel. Ce bruit pourra être réduit de deux manières différentes. Lors de la prise de vue sur les appareils photo qui le permettent, il est possible de sélectionner dans le menu du boîtier l'option de réduction du bruit ISO élevé. Lors de la post-production, surtout si vous avez shooté votre image au format RAW. Les résultats sont très souvent moins bons que la réduction de bruit lors de la prise de vue, mais des outils comme Lightroom ou DxO Photolab, par exemple, offrent une solution de traitement du bruit très performante. La sensibilité native d'un appareil photo est la valeur ISO qui générera le moins de bruit numérique. Comme on le voit sur ce graphique produit par DxOMark pour le Sony Alpha 99, afin de limiter au maximum le bruit numérique, les fabricants calibrent la sensibilité ISO de manière à ce que, pour une valeur ISO nominale de 100 ISO par exemple, l'appareil travaille en fait à 61 ISO. On remarque aussi que la valeur 6400 ISO a été mesurée en fait à 3762 ISO. Et la valeur 25600 ISO est en réalité 14801 ISO. Les valeurs sont presque divisées par deux. On peut penser que la course à l'appareil qui montera le plus haut dans les ISO sans générer trop de bruit relève plutôt du marketing et de la politique commerciale des fabricants et que ce petit subterfuge laisse à penser que c'est pas prêt de s'arrêter. Quand on augmente les ISO, on diminue aussi la plage dynamique de l'appareil photo. C'est-à-dire que l'on diminue la différence entre les tons les plus clairs et les tons les plus sombres. L'image aura l'air plus plate, plus fade, moins contrastée. En pratique, un réglage à 100 ISO permet une prise de vue par temps clair ensoleillé. Certains appareils photo permettent même un réglage à 50 ISO. En dehors de ce réglage de base, les réglages les plus utilisés sont 200, 400, voire 800 ISO. Si le temps est nuageux, on utilisera alors 200 ISO, et 400 ISO si le temps est un peu plus gris. 400 et 800 ISO s'utilisent aussi en intérieur lorsque les conditions de luminosité sont très faibles, de la pénombre à la lueur d'une bougie. Au-delà de ces valeurs, c'est-à-dire 1600, 3200 ISO et plus, leur utilisation est à réserver pour des photos de nuit et dans la mesure où l'on ne peut pas stabiliser l'appareil avec un trépied ou un autre support. Les appareils photo haut de gamme sont en mesure de gérer ces valeurs ISO élevées sans générer un taux de bruit trop important et souvent même au-delà de ces valeurs, 6400, 12800 et plus. De plus, ce type d'appareil permet de gérer les ISO par pas d'un tiers d'IL. Il sera alors possible de monter de 100 à 200 ISO par pas successifs de 100, 125, 160 et 200 ISO, puis 250 et 320 ISO pour passer de 200 à 400 ISO, et ainsi de suite jusqu'à 25 600 ISO, voire encore plus sur certains modèles. Pour connaître les capacités de votre appareil à gérer les ISO et connaître la limite acceptable de bruit numérique que génère votre matériel, il faut se rendre sur le terrain. On réalise alors une série de clichés de la même scène en incrémentant la valeur ISO pour chacune des prises. Après analyse de chacun de vos clichés, vous serez alors en mesure de déterminer
jusqu'à quelle valeur ISO vous pouvez aller avec votre matériel pour que l'image vous convienne. Certains n'accepteront aucun compromis quant à la qualité de leur image, d'autres laisseront un léger bruit sur leur cliché sans que cela ne les dérange. C'est une affaire de goût personnel et chacun d'entre nous réagit différemment sur le sujet. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur Lightroom pour analyser les différentes prises de vue que j'ai réalisées pour illustrer la montée de bruit lorsqu'on utilise des valeurs ISO élevées. Voilà, donc on se retrouve sur Lightroom et on va regarder un petit peu cette photo que j'ai prise. Donc ici à 50 ISO, si on se rapproche à 100%, eh bien voilà, il n'y a absolument pas de bruit. Maintenant, 100 ISO, bon là on va aussi venir à 100% et on va s'apercevoir qu'effectivement il n'y a pas de bruit non plus. 200 ISO, pas de souci majeur non plus, hein. On va essayer de voir un petit peu ici la partie sombre, ici. Alors on regarde bien cette partie là parce que tout à l'heure on va voir que c'est ici qu'on va avoir le plus de mal. On va passer à 400 ISO, donc 400 ISO, donc là c'est tout à fait correct, hein. On a encore, vous voyez, il n'y a pas vraiment de bruit. 800 ISO. Alors, on va revenir ici, et là, on voit quand même qu'on commence à avoir des petites traces de bruit. C'est pas énorme, c'est acceptable, mais ça commence. 1600. Alors, 1600 ISO, on commence à avoir des choses un petit peu... on commence déjà à avoir beaucoup de bruit quand même. 3200. Alors, 3200, ça commence à devenir catastrophe. On le voit bien ici, hein. Là on voit très nettement, hein, la montée de bruit. Donc là, bon, en ce qui me concerne par exemple, c'est pas la peine de monter aussi haut, parce que si on monte à ce niveau-là, bon alors quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression, hein, que c'est vraiment très très bruité. Par contre, dès qu'on va venir ici sur les parties un peu sombres, on voit vraiment que voilà, c'est plus acceptable, hein. Là déjà, on est sur des résultats qui ne sont pas acceptables. Alors, j'ai fait également 6400 ISO. Alors 6400 ISO, autant dire que là, on n'est plus du tout, dans une image utilisable. Le bruit détériore complètement l'image. On le voit ici par exemple, hein, on a vraiment une montée de bruit énorme. On a 12 800 ISO. Alors là, même sans venir à 100%, on voit très bien que là, c'est plus possible, puisque l'appareil va jusque-là. 25 600 ISO, où là, bon, voilà, on n'en parle même pas, c'est même pas la peine d'envisager de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà, je pense que c'était important de voir cette différence entre une image à 100 ISO. Alors, évidemment, hein, j'ai fait en sorte que l'on soit sur quelque chose de sombre, où il y ait des traces de sombre, pour qu'on ait justement, on puisse voir les montées de bruit. Donc ici, voilà, donc 100, 200 ISO, ça va, jusqu'à 400, 800, mais après, bon, autant dire que l'image, sauf cas particulier, l'image n'est pas exploitable. Alors, elle n'est pas exploitable pour un print. Après, elle peut être exploitable, par exemple, pour être diffusée sur Internet. Si on la met en toute petite, bon, ça pourra peut-être passer, mais ou avec les corrections de Lightroom. Mais pour du print, c'est totalement rédhibitoire. Voilà, c'est fini pour ce premier cours complet. J'aurai plaisir à vous retrouver sur la chaîne YouTube pour les prochaines émissions et les prochains cours complets.
Si vous avez aimé ce cours, mettez un gros pouce bleu juste sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être averti de la mise en ligne des prochains cours complets, toujours totalement gratuits. Rejoignez ma liste de contacts sur le site danielonway.fr pour que l'on puisse échanger hors des réseaux sociaux. On pourra alors correspondre par mail, ce qui convient mieux à certains d'entre vous. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo, et en attendant, faites des photos.